Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. 4 ans après les attentats du 13 novembre, quelle vie après le traumatisme des attentats? Comment la justice peut-elle aider à dépasser l'état de victime? Co-auteur de Victimes et après, le magistrat Antoine Garapon nous rejoindra après le journal de Thomas Cluzel. Mais d'abord, Romeo Castellucci revient en maître de cérémonie. À voir jusqu'à dimanche à la Grande Halle de la Villette dans le cadre du Festival d'automne à Paris. La Vita Nueva, sa nouvelle performance, bouscule une fois de plus. Figure du théâtre européen, il y interroge le sens de la vie, le sens de l'art, du geste ou de la geste artistique. Le metteur en scène italien est notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La Grande Table, Olivia Gesbert. Ici, dans ces catacombes nouvelles, se célèbre une vie nouvelle et vaste. Ici, dans le silence de ce garage nocturne, il me semble entendre des grondements de révolte. Metteur en scène de théâtre, son Orestide Eschyle en 1995 l'avait définitivement fait passer dans la cour des grands. Nouvelles révélations en 2008 avec son adaptation de la Divine Comédie de Dante à Avignon ou encore avec La démocratie en Amérique. On le découvre vraiment à l'opéra avec un Parsifal de Wagner, à la Monnaie de Bruxelles, puis Orphée et Eurydice de Gluck jusqu'à Moïse et Aaron de Schoenberg à l'Opéra de Paris et son Requiem de Mozart présenté au Festival d'Aix-en-Provence cet été. Metteur en scène donc de théâtre et d'opéra. Il est avec nous aujourd'hui, Romeo Castellucci. Bonjour. Bonjour. Ici, c'est une performance, cette Vita Nueva, à 5 comédiens dans un sous-sol transformé en parking. On est quelque part sous la scène, je crois, de la Grande Halle de la Villette à Paris, dans le ventre de cette structure métallique. La pièce a été pensée dans et pour un ancien garage Citroën de Bruxelles. Vous l'avez transposé chez nous, d'où ces voitures bâchées, d'où ces traces de pneus au sol et de suie au mur, cette odeur d'essence aussi. Ici, il y a aussi de l'art, mais pas de représentation, dit l'homme berger ou l'homme vestal. Ce lieu, Romeo Castellucci, c'était vraiment le point de départ de cette Vita Nueva, ce garage. Oui, j'ai imaginé un espace, comment dire, trouvé dans l'urgence. C'est un espace trouvé par hasard, on dirait. Donc c'est d'abord une caverne, parce qu'un garage, c'est toujours l'idée d'une d'une pièce sans fenêtre. Donc on est dans la caverne. Et là où il y a des moteurs qui sont qui dorment, donc il y a un potentiel qui est endormi. Donc il y a une énergie tenue, cachée. Il y a un potentiel d'énergie formé dans une caverne. Ce lieu, c'est un lieu évidemment métaphorique pour ces hommes, pour fonder une nouvelle vie. Et donc, il y a à un certain moment une sorte de serment, une sorte de discours à propos des combats entre l'art et l'artisanat. Donc, c'est d'une certaine façon une description aussi enfantine, si vous voulez, et simple, de comment transformer la vie, la pauvre vie quotidienne, dans quelque chose de digne d'être vécu. Et ça, c'est à travers surtout l'ornement, la décoration, qui peut améliorer
effectivement la vie quotidienne, la pauvre vie quotidienne. Il y a une polémique avec l'art et les artistes. Mhm. Et donc voilà, mais tout est, comment dire, c'est pas quelque chose à décoder précisément. Donc chacun de nous, chaque spectateur doit faire son propre voyage, je veux dire. Donc pourquoi les voitures, pourquoi sont couverts? On dirait que c'est un troupeau. On dirait que ces hommes sont des bergers qui nous conduisent vers une sorte d'ouverture et de liberté. Mais on peut peut-être tenter d'expliquer à travers ce que vous nommez dans la Vita Nuova, la parabole de la voiture renversée. On va écouter un extrait court et peut-être vous pourrez nous en parler un peu plus. Connaissez-vous la parabole de la voiture renversée? La voiture retournée sur le toit. C'est la révolte de l'art décoratif contre l'art libre. Qu'est-ce que c'est que cette parabole, Romeo Castellucci, cette métaphore, là encore? Ben, la parabole, c'est quelque chose à interpréter. Donc, il n'y a pas un usage univoque. Donc, comme je disais, chacun de nous a sa propre responsabilité à lire une certaine image. Il s'agit d'une image et pas d'une illustration. Donc, chacun de nous a un point de vue qui lui appartient. À mon avis, c'est un geste de révolter une voiture dans la rue ou dans un garage. C'est un geste de révolte, évidemment, qu'on connaît. Et vous, à Paris en particulier, en ce moment, vous connaissez bien. Mais en ce cas-là, il n'y a pas une révolte, comment dire, c'est pas codé comme la révolte, le riot urbaine. C'est plutôt un geste poétique, parce que la voiture renversée, effectivement, ça marche. Donc, on allume le moteur et on voit les rues qui tournent, vides. Donc, on dirait que la voiture est en train de marcher dans une rue céleste. Donc, il s'agit d'un autre monde possible, où un autre monde est possible. Et donc, on est dans une autre dimension. C'est une dimension de libération. Donc, la voiture renversée, c'est aussi une image de liberté. C'est un paradoxe, mais tout est paradoxal dans ces garages. Mais d'ailleurs, Romeo Castellucci, vous faites vrombir le moteur, comme le moteur de la révolte gronde un peu partout aujourd'hui, en Europe et dans le monde. Quel devrait être, ou quel est à vos yeux le carburant de cette révolte? Est-ce que c'est la colère, le seul bon carburant à mettre dans la voiture pour la faire se réveiller? Ou est-ce que c'est l'espoir qui devrait être le carburant de nos vies, de nos luttes? Je ne connais pas la réponse, évidemment. Ce n'est pas mon devoir de donner des réponses. Il s'agit d'allumer plutôt des questions. Mais à mon avis, évidemment, la révolte a à voir avec une vie qui n'est pas digne. Donc, une vie qui est mise en danger. Donc, tout simplement. Mais la réponse, ça, c'est impossible à déterminer, surtout sur un plateau. Autrement formulé peut-être, Romeo Castellucci, qu'est-ce qui vous met, vous, en colère aujourd'hui? Mais c'est pas vraiment... personnellement, je suis un homme blanc, privilégié. Donc, je connais pas la dureté de la vie. Donc, moi, je suis un privilégié. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut respirer dans l'air, cette forme de malaise.
Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté, à mon avis, c'est plutôt la communication. Donc moi, je peux ressentir qu'il y a une sorte de pouvoir capable de manipuler les désirs et la peur. Je pense qu'il s'agit du vrai pouvoir aujourd'hui. Donc, ça, il faut d'abord entrer dans un théâtre, par exemple. L'unique réponse, peut-être, c'est d'entrer dans un théâtre et les spectacles oui, l'expérience de l'art, en tout cas, c'est une sorte d'interrupteur de cette communication. Donc, on est en train de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire écouter, qu'est-ce que ça veut dire regarder, qu'est-ce que ça veut dire être là parmi des autres, formé dans une communauté instantanée. Et je pense que la réponse possible, c'est plutôt de se réveiller. Voilà, il s'agit d'être dans un état de veille. Voilà. Quand vous dites un interrupteur, l'interrupteur, il peut allumer comme éteindre. Sur cette question de ce que peut le théâtre, à la fois peut-être capter cette colère ou la transformer, éteindre cette communication pour créer un autre espace de réflexion. Oui, je pense qu'il s'agit de ça. Donc, l'interrupteur, c'est quelque chose qui coupe la courant continue de la communication. Donc, on ouvre un espace personnel, intime, de responsabilité où on est dans un état de réveil et on a l'impression d'être conscient devant le fait qu'on est spectateur. Donc, c'est un choix. La culture, c'est aussi pouvoir choisir. Et je pense que l'expérience de l'art, c'est surtout ça. Être conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc, regarder, écouter. Ça, c'est la première réponse. La colère, je pense que le théâtre et l'art, ce n'est pas un outil direct pour changer la réalité. Je ne crois pas ça. L'art ne sert pas à améliorer au niveau politique le monde. C'est plutôt, c'est encore mieux peut-être, plus profond et radical. Donc c'est un outil qui est fait pour entrer dans l'esprit et dans l'intimité de chacun de nous. Donc c'est la racine de chaque politique. Déjà, regarder aujourd'hui, c'est l'acte le plus politique possible. Et donc, d'avoir une conscience sur ces gestes, je pense que c'est pas beaucoup, c'est tout. Et c'est dans ce sens-là, le théâtre, l'expérience de l'art, ça peut être un interrupteur qui donne assez à la contemplation et à la pensée. Tout est politique et rien n'est politique. C'est un peu ce que constatait aussi le professeur Olivier Neveu, spécialiste de littérature, qui est l'auteur de Contre le théâtre politique. Il explique justement le titre assez particulier de cet essai, paru à la Fabrique cette année. Il ne s'agit absolument pas de venir interdire, d'abord qui je serais pour venir interdire au théâtre de traiter des questions politiques. Au contraire, je reste passionné par la façon dont le théâtre rend compte de son présent et du monde. Ce qui, me semble-t-il, est devenu problématique, c'est cette incapacité, ou en tout cas le fait que la politique ne vient pas embarrasser le terme de théâtre, et le théâtre n'embarrasse pas le terme de politique. À force de parler de théâtre politique comme d'une évidence, on ne travaille pas le rapport de l'un et l'autre, et l'association que l'un peut produire à l'autre. Et je crois que politiser une situation, c'est produire une opération. Politiser une situation, ça n'est pas seulement la décrire, la constater, c'est la traduire dans des rythmes, dans un vocabulaire, dans une conception de l'intervention et de la pratique qui appartient au régime politique. Après, la politique, elle n'est pas imperméable, elle est évidemment intimement mêlée à des questions sociales et autres. Et donc, contre le théâtre politique, c'est pour qu'on arrive ou pour qu'on tente de réinventer, mais des artistes le font, pour qu'on tente de réinventer des rapports féconds, embarrassés, polémiques, conflictuels entre théâtre et politique. Vous avez l'impression, vous, Romeo Castellucci, de participer à cette réinvention ?
Moi, je suis totalement d'accord. Et je pense que politique est fondée en lieu et en temps. Ce qu'ils font les 5 acteurs dans les garages. Donc, les garages est un lieu trouvé par hasard, on dirait, un lieu entre guillemets trompé, que c'est pas un lieu juste entre guillemets pour faire du théâtre. Donc, il y a aussi une urgence. Donc, on a trouvé un garage, et bien, les garages, ça devient un lieu pour nous, maintenant. Donc, l'acte politique, c'est aussi d'inventer des lieux qui n'existent pas. Et si on invente un lieu, on invente un temps. Et on invente aussi une communauté. Et il s'agit de ça. Donc, surtout, d'abord sortir, entrer dans une caverne, c'est-à-dire s'éloigner de la réalité. Le théâtre, c'est aussi un grand combat contre les principes de réalité. Ça a été toujours comme ça, depuis le début du théâtre. Et on peut suspendre la réalité, mais seulement grâce à la production du réel. Donc, le garage, ça devient un lieu réel, concret, qui a à faire avec la vie, la pauvre vie quotidienne. C'est vrai que notre époque est tellement pauvre d'expérience. Je pense qu'il y a très peu d'endroits où l'expérience est encore possible. Et ça, c'est surtout la fiction. C'est paradoxal, encore une fois, mais on a l'impression de participer et de ressentir une expérience qui concerne notre corps. Ce n'est pas une expérience intellectuelle, c'est une expérience pour notre corps, le corps du spectateur. Et le metteur en scène dans tout cela, vous, Romeo Castellucci, est-ce qu'il est plutôt artiste? Est-ce qu'il est artisan? Ou est-ce qu'il est simple poète? Et c'est ainsi que les artisans arrêtent les artistes. L'expérience s'achève sur ces mots. L'art est en train de disparaître. Il ne peut revivre que s'il en revient à l'artisanat des débuts, au fer, à la matière. C'est là aussi l'essentiel de cette expérience. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui résonne aussi en moi. Mais à vrai dire, il y a une polémique parce que c'est évidemment une attaque frontale aux artistes et à l'art, donc, qui est plutôt, comment dire, contradictoire, si vous voulez. Mais pourquoi pas? Je crois beaucoup à la contradiction entendue comme discipline. Donc il faut assumer les poisons de certaines idées, parce que je pense que les poisons comme pharmacon, c'est aussi un médicament. Donc il faut assumer la maladie, il faut assumer la contradiction. Mais, à vrai dire, j'appelle les artisans, mais c'est une sorte de bataille, de guerre qui n'est pas plus possible parce que les artisans sont disparus. Donc, il s'agit d'une polémique, mais entre fantômes, c'est plutôt une critique à l'art d'aujourd'hui, qui est devenu extrêmement faible et pas capable de parler au cœur et au corps du public. Donc c'est plutôt des phrases polémiques, donc utiles à faire réfléchir et à bouger les choses. Par contre, oui, comme je disais, on est désormais dans un espace et dans un temps numérique. Donc, les artisans et l'artisanat est totalement disparu. Il y en a un qui sculpte la bande-son de vos pièces, de vos spectacles, de vos performances depuis longtemps. Romeo Castellucci, c'est votre complice Scott Gibbons. Il faut transformer les lieux, mais il faut peut-être aussi transformer l'espace et l'air qui nous entoure. On va écouter d'abord la bande-son de ce spectacle, de cette pièce La Vita Nuova.
c'est une faune urbaine, entre cris d'oiseaux et klaxons fous par moments dans cette pièce, La Vita Nuova. Le son est très important une fois encore dans cette représentation et vous l'avez pensé avec le concepteur sonore, le sculpteur de son, le compositeur Scott Gibbons. Avec lui, vous aviez déjà notamment travaillé sur l'alphabet dans une performance que vous aviez réalisée ensemble en 2002 avec une succession saccadée de lettres de l'alphabet, des caractères en noir et blanc. On en écoute un extrait. Comment pensez-vous ensemble la musique de nos vies, le son de nos vies? Non, j'aime bien la définition de sculpteur en pensant à Scott Gibbons parce qu'il traite vraiment le son comme un corps. Effectivement, c'est un corps. Le son est doué de corps. Donc, il rentre dans la scène, il fait quelque chose et il sort de la scène. C'est vraiment un caractère, c'est un personnage. Et très suivant, Scott, il travaille avec l'espace qu'on trouve. En ce cas-là, il s'agissait de travailler sur les fantômes, sur les revenants de ces lieux. C'était un vieux dépôt de Citroën. Et donc, il y avait déjà la mémoire dans les murs des voitures et tout un genre de sonorités. Et ils utilisent un système électroacoustique, donc son outil, c'est les microphones. Donc il s'agit de transformer, de transfigurer les sons, mais il y a toujours ils sont enracinés dans la matière. Et je pense que cette façon de travailler les sons, ça donne à nous vraiment, comment dire, le corps d'un lieu. Le caractère, si un lieu est fâché, ou si est gentil, ou si est un lieu féminin, ou si est un lieu... donc, il s'agit vraiment de faire un portrait de ces fantômes, en vérité. Et les sons, je pense que ça a la capacité d'entrer dans le corps du spectateur dans la voie la plus brève possible, en dépassant l'intelligence et l'information. Donc, il s'agit d'émotions à l'état pur. Donc, on est, comment dire, on est victime des sons. Donc, on n'est pas protégé devant cette dimension. Tout ce qui concerne le visuel, au contraire, c'est information. Donc, c'est pour ça que parfois, il faut travailler en parallèle avec une image et un son, mais parfois, très souvent, effectivement, en créant un conflit entre ce qu'on est en train de voir et ce qu'on est en train d'écouter. Donc, il y a, comment dire, une tension dramaturgique, encore une fois, la contradiction, et cette, comment dire, friction, cette... rapport est capable de créer, comment dire, une troisième image qui n'existe pas, un troisième son qui n'existe pas, qui appartienne au spectateur. C'est une messe, cette Vita Nuova, même si vous repoussez le caractère religieux de cette performance. Les fidèles, quand même, y assistent debout, tandis que sur scène, ou sur ce vaste espace qui fait office de scène, ces 5 hommes vêtus de chasubles célèbrent une vie nouvelle. On ne peut pas s'empêcher de penser à vos précédentes pièces, opéra Romeo Castellucci. Après votre mise en scène de l'oratorio de Scarlatti à l'Opéra de Paris, à l'hiver dernier, vous aviez fait l'ouverture cet été du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence avec un requiem de Mozart, une messe pour les morts, un chant de la disparition qui célébrait aussi la vie. Est-ce que tout ça se construit aussi et se pense comme un prolongement d'une réflexion que vous avez entamée il y a longtemps, ce cycle destruction-renaissance? Est-ce que vous le voyez comme une métaphore de la vie et de la condition humaine?
Oui, oui, d'une certaine façon, oui, parce qu'il s'agit chaque fois de quelque chose de similaire. Donc, évidemment, moi, je suis, comment dire, comme tout le monde, plongé dans cette époque, dans ce lieu, dans cette géographie. Et donc, tous les phénomènes du monde m'arrivent à travers la peau. Et après, quelque chose se passe, mais il ne s'agit jamais d'un commentaire de la condition humaine, parce que c'est la condition humaine. La mort vous fait peur, vous, Romeo Castellucci? La mort, je ne sais pas. Je ne sais pas. Normalement, je ne pense pas à la mort. Donc c'est peut-être une façon d'échapper. Et vous m'en voudriez peut-être de vous y faire penser, Romeo Castellucci. Vous venez aussi d'achever votre Jeanne d'Arc au bûcher, oratorio dramatique d'Arthur Honegger sur un livret de Paul Claudel qui venait de se jouer à la Monnaie de Bruxelles. On peut en ce moment vous voir donc à Paris avec la Vita Nuova à la Grande Halle de la Villette dans le cadre du Festival d'automne. C'est jusqu'au 24 novembre, jusqu'à dimanche. Merci beaucoup à vous d'être venu autour de cette grande table. Merci à vous. Et longue vie, Romeo Castellucci. Merci à vous.